Donc pour revenir à Rachid Abu Hudhaifa, il est possible qu'il n'a jamais été réellement salafi, qu'il a suivi le mouvement, qu'il est opportuniste, ou qu'il avait certaines convictions vis-à-vis de la salafia, mais qu'il a vite été déçu et qu'il a rectifié le tir. Mais en même temps, les salafis l'ont pas aidé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une grosse visibilité sur Internet, forcément ça va attirer les envieux. C'est cartésien, c'est logique, euh, ça se démontre comme A plus B, qu'il va attirer les envieux et qu'il a reçu une campagne de dénigrement de la part des salafis qui était plus ou moins justifiée, mais l'une des motivations, pas forcément première, mais en tout cas l'une des motivations, fut la jalousie. Et lui, il y a eu une réaction où il s'est désolidarisé des salafis. Donc c'est une conséquence comment dire, de la mauvaise façon dont les salafis ils ont remédié ou ils ont réglé l'affaire Rachid Abu Hudhaifa. Ensuite, il y a un phénomène mondial, c'est-à-dire qu'après avoir, comme j'ai expliqué dans mes audios, après avoir prôné l'islamisme en tant qu'outil politique pour déstabiliser les pays musulmans notamment, et on s'est rendu compte à la fin des années 70 que l'islamisme radical, qui avait pour socle la dawa wahhabite, pouvait être un outil de taille en faveur des États-Unis, de l'Empire. On en a fait l'expérience avec la première expérience avec l'Afghanistan. Et récemment, notamment depuis que Trump il a visité l'Arabie Saoudite l'an passé, il a été décidé de mettre un terme à l'islamisme radical en tant qu'outil politique pour déstabiliser les pays musulmans. Donc on va avoir désormais recours à d'autres méthodes. C'est en tout cas la position officielle des États-Unis. Après, il y a l'État profond qui est contre cette position, en sachant que l'État profond il est plus fort que l'État officiel. Il y a aussi bien sûr l'État sioniste qui est contre cette rapproche. Et il y a aussi également l'Angleterre et éventuellement la France qui se sont rangés du côté de l'Iran et du Qatar contre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis en tant qu'État officiel. L'État profond, il est contre l'État officiel. Et cela aura des répercussions, en tout cas à court terme. C'est que déjà l'Arabie Saoudite renonce au terrorisme. Donc d'ailleurs, ils font montre patte blanche, c'est-à-dire qu'ils montrent un discours quasiment anti-wahhabite, anti-salafi, actuellement. C'est le discours officiel. Et à l'inverse, l'Iran ne renonce pas au terrorisme. C'est-à-dire qu'à l'avenir, il est possible que des actes terroristes soient perpétrés par des sunnistes, mais orchestrés et financés par l'Iran, sous la tutelle de la Grande-Bretagne, de la France et de l'État profond américain et de l'État sioniste. Voilà. Et ça, bien sûr, ça a des conséquences. Ça a des conséquences directes, notamment sur les discours des États, comme l'Algérie, qui a actuellement un discours anti-salafi. Ça a des répercussions sur les prédicateurs, et notamment pour ceux qui nous intéressent, les prédicateurs francophones, avec à leur tête Bachir, le prédicateur tunisien, qui, à la suite d'un voyage au Maroc, il me semble, été emprisonné parce qu'il y a des histoires avec la garde de ses enfants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est possible on a considéré ça comme une casserole ou comme un moyen de pression sur lui. Et actuellement, il a un discours anti-wahhabite, anti-salafi. Et il le dit haut et fort dans ses interviews. Donc on a utilisé l'anti-wahhabisme par ce biais, et aussi par le biais de prédicateurs francophones, les déçus. Donc c'est bien sûr avec leur tête Rachid Abu Hudhaifa. Il est même possible qu'il s'est fait approcher par, il est possible, hein, par le gouvernement marocain ou les services secrets marocains. En tout cas, il est prôné actuellement un retour à, on va dire, l'islam traditionnel, le folklorique maghrébin,
et ces trois composantes qui sont le malikisme. Bien sûr, c'est le malikisme folklorique, ce n'est pas le malikisme scientifique. Le malikisme, l'ash'arisme et le soufisme. Donc croyance ash'ariste, d'obédience malikite, avec pour soulouk soufi, voilà. Et donc ils ont trouvé leurs acteurs qui les convenaient pour aller dans ce sens-là. Et je me souviens qu'à l'époque, pour revenir à l'époque où on se servait encore de l'islamisme comme outil politique, je me souviens que les soufis en Tunisie, et je pense que c'est très révélateur hein, de la vérité sort de la bouche de tes ennemis, ils se plaignaient de la recrudescence de la compilation Doral al-Saniya et Nejdit en Tunisie. Il est possible, et encore une fois nous sommes dans l'hypothèse, il est possible que ce soit le fait des services secrets arabo-musulmans et même éventuellement saoudiens pour justement déstabiliser les pays comment dire, de la région bien sûr sous la tutelle des États-Unis. Voilà pour comprendre la relation entre l'islamisme et le socle wahhabite. C'est pour ça qu'il n'est pas entièrement faux quand les islamologues disent que l'islamisme est d'obédience wahhabite, ce n'est pas entièrement faux. Même si ce n'est pas entièrement vrai non plus. Il faut simplement y séparer le bon grain de l'ivraie. Après, on peut constater, notamment à la suite où, dans la période où Trump il a fait son discours à Riyad en Arabie Saoudite, il y a eu une campagne ici et là anti-salafi. On l'a vu en Tunisie, en Algérie et même en France. Même si la France, en fait, elle fait patte blanche, elle affiche officiellement sa soumission, mais dans les faits, dans les coulisses, elle continue à soutenir le terrorisme. Pour ce qui est de l'Angleterre, elle s'était rangée du côté des États-Unis, c'est-à-dire de l'État officiel, la position officielle américaine. Et d'ailleurs, elle a payé cher, puisque à cette même période, elle a subi un attentat terroriste afin qu'elle se range dans les rangs. Et donc, ce discours anti-salafi n'est pas anodin, soit parce que tel pays il soutient la position où il renonce au terrorisme international ou à l'islamisme comme arme politique, en tout cas ne serait-ce qu'à court terme, ou parce que ses intérêts supérieurs réclament d'y renoncer, donc ce n'est pas bien sûr au nom de la morale, et soit officiellement elle adhère au discours anti-salafi, mais dans les faits elle a une politique où elle perpétue ses actions secrètes qui fomentent le terrorisme. Voilà. Et pour revenir donc à l'islam maghrébin, on a un exemple avec Mohamed Karimi, qui au début, je ne le connais pas suffisamment pour le juger, mais il avait un discours, on va dire, pro-tekfir, donc je ne sais pas si c'est un discours pro-tekfir ou tekfiri, en tout cas il avait un penchant pour le tekfir. Et récemment, il s'est rangé dans les rangs, il est complaisant envers l'acharisme, comme je l'ai souligné, mais à sa décharge, on m'a dit, après sous réserve de vérifier, qu'il était sous résidence surveillée au Maroc, donc là ça confirmerait notre thèse. Un autre exemple c'est Ahmed Didou, ou je ne sais pas comment on dit, qui lui aussi a un islam, prône un islam maghrébin, c'est-à-dire qu'en fait ils sont dans la rivalité avec l'islam saoudien. C'est une rivalité historique qui s'explique de façon purement anthropologique, de façon très facile. On l'a déjà expliqué par le passé. Et donc lui aussi il a un discours complaisant envers l'acharisme. Donc toutes ces choses-là ne sont pas anodines. Et pour revenir au malikisme, quand on dit que cette tendance elle prône le malikisme folklorique,
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un socle scientifique du malikisme chez les tenants de ces tendances. Non, mais vulgairement, on tient à vulgariser le malikisme en opposition au hanbalisme saoudien, jugé rigoriste, et donc en vue de propager on va dire un islam, en matière de fiqh en tout cas, et de toute façon même dans le folklore et la culture, traditionnel et laxiste. Voilà. Après, pour ce qui est de la volonté de Rachid Abou Hudayfa de poursuivre ou de reprendre ses études, afin de donner patte blanche, est très révélateur de ce qu'est en réalité, en substance, les études dans le monde occidental, mais qui a aussi été imposée dans le monde arabo-musulman, qui sont la sécularisation de la religion. C'est-à-dire qu'en fait, les études, les universités, elles servent à formater les individus et donc bien sûr et à les récompenser en fonction de ce formatage, c'est-à-dire qu'un formatage qui est purement occidental, qui tire sa méthodologie dans la méthode, comme on l'a expliqué, historico-critique, c'est-à-dire qu'il y a une vision matérialiste du monde, et donc qui occulte la spiritualité. Et donc pour avoir une légitimité tant auprès des autorités françaises que de la communauté musulmane, on fait des études en France, donc on sécularise la religion et on joint la corde par les deux bouts.